Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en contact avec Dr Dina Fawzi-Burke qui se trouve actuellement en France. Ensemble, nous allons parler de ses souvenirs de l'enfance, également des points marquants de sa carrière, comme ici en Égypte et puis en France. Dr Dina Fawzi-Burke, bienvenue à notre programme. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mona, ravi aussi. Merci pour l'invitation. C'est grâce à cette nouvelle technologie qu'on peut échanger des points de vue et également des souvenirs. Et on commence toujours avec les souvenirs de l'enfance puisque c'est une période de la vie de l'être humain qui marque cette vie pour toujours. Qu'est-ce que vous gardez en tête de cette phase de votre vie? C'était une super période. Je pense que j'ai passé une très belle enfance, je pense, avec mes copines. Je suis restée quand même dans mon école dès la maternelle jusqu'au bac. Donc, pour moi, c'était une période très, très dense avec beaucoup d'amitié, plein d'activités aussi extrascolaires. Avec la chorale, le théâtre, le journalisme, on a fait plein de choses. J'ai eu la chance d'être dans une école qui accordait beaucoup d'importance à ces activités aussi et qui du coup ça nous a permis de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à d'autres cultures. J'étais dans une école francophone et j'ai eu aussi la chance d'avoir plein de professeurs français aussi qui nous ont ouvert beaucoup d'horizons. C'était la belle époque. Oui, et après ces études à l'école, également cet intérêt ou cette passion pour l'art, pour le théâtre, pour le journalisme, vous avez choisi de continuer les études dans un domaine sérieux, scientifique, qui est la médecine. C'est ça. Pourquoi? En fait, c'était mon rêve depuis toute petite. C'était, en fait, j'avais un idole, c'était mon pédiatre. Et c'est lui qui m'a donné très envie de faire ce métier. Donc, depuis toute petite, je disais toujours, je voulais être médecin. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout fait pour faire ces études. La transition entre la vie scolaire à l'université, peut-être, elle n'était pas si facile, pas pour tout le monde. Pour vous, comment était l'expérience? Oula. C'est vrai qu'on s'est ouvert à un autre monde. Moi, je dis toujours que je pense qu'à l'école, on était un peu dans une utopie. On était tous pareils, quasiment tous la même éducation. Après, on s'ouvre à un autre monde avec des gens différents, des personnalités différentes. Oui. Avec beaucoup de concurrence aussi, parce que c'était des études assez difficiles. Mais n'empêche que c'était un peu aussi l'autonomie. Il fallait. Là, on a appris la vie là du coup, parce qu'il y a eu quand même pas mal de leçons dures à apprendre, comment dire. Des satisfactions, des déceptions. Oui, quels sont les défis? Quels sont les défis que vous avez affrontés au cours de la vie universitaire ou les situations difficiles? Déjà, nos études, elles sont différentes que les autres universités. Donc, très sérieux. très, très sérieux, très long, très, très long.
C'était toujours, bah, moi, je travaillais, j'étais en examen et mes amis dans les autres universités, ils étaient en vacances. Donc, ça, c'était un peu compliqué. Je pouvais pas partir en vacances avec ma famille. Donc, eux, ils partaient à la mer, moi, je restais à réviser à la maison. Ça, c'était pas mal. C'était quand même c'était très dur comme étude. De rester pendant 6 ans, quasiment 7, à travailler très très dur. Comme je disais, il y a la concurrence aussi parce qu'il faut toujours être dans les premiers si on voulait continuer dans une carrière universitaire. Et c'est ce que j'essayais de faire. C'est pas toujours facile. Nous, on était quand même une promo assez dure. On était plus de 1200 dans la promo. Et après, du coup, pour avoir à peu près 400 postes. Donc là, c'était pas facile. Après, bon, moi, la spécialité que je voulais faire au début, moi, je voulais faire pédiatrie au début, mais quand je suis allée en pédiatrie, ça m'a fait un choc. Et du coup, j'ai fait une grosse dépression. Et là, ça a changé complètement mon aiguille, en fait. Et du coup, je me suis retournée vers l'anesthésie. Et pourquoi? Vous avez mentionné que la pédiatrie était vraiment un rêve d'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez découverte en réalité? Psychologiquement, c'était très dur pour moi de voir les enfants aussi malades et que voilà, c'était très très dur pour moi. Et par contre, là maintenant, je suis anesthésiste pédiatrique, donc j'endors les enfants. Donc je suis quand même allée dans le domaine que j'aimais, mais d'une autre façon. Également, un point marquant de votre vie, c'est la décision de quitter l'Égypte, d'aller s'installer en France et de découvrir tout un monde, même si vous êtes francophone de base, mais la vie là-bas est différente. Fonder une famille là-bas, c'est différent. Parlez-moi un peu de cette expérience. Qu'est-ce que vous aviez en tête avant d'y aller et comment vous avez découvert la vie en France? J'avais rien du tout en tête, en fait. C'était, Ça, c'est bien déjà. Pas de préjugés. Non, c'était le destin. Oui. En fait, moi, j'étais venue en France pendant une année de mon internat dans le cadre d'une convention entre les deux hôpitaux, justement pour passer une année où je devais m'entraîner à faire de la chirurgie cardiaque. Et puis, voilà, je suis tombée sur mon prince charmant. Donc, c'était vraiment par hasard. Et c'est ça qui a changé tous mes projets. En fait, je comptais pas du tout m'installer à l'étranger. Je comptais pas quitter l'Égypte, mais bon, les choses se sont fait comme ça. Et du coup, je me suis retrouvée en France et à galérer pendant certains temps quand même pour que je sois reconnue en tant que médecin ici. Oui. Mais bon, c'était, comme je dis, c'était le destin. Donc, oui. Commençons avec le début de ce parcours en France. Déjà, d'oser, si je puisse utiliser ce terme, d'être différente, de se lancer dans une aventure pour la société, pour la famille, n'était pas garantie. Comment vous avez pu vraiment passer ces moments? C'était très dur. C'était pas facile. Déjà au niveau familial, c'était pas facile du tout de dire que voilà, je quitte tout et je m'en vais.
Au niveau travail aussi, parce que je venais ici, je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire après. J'ai fait ma thèse en co-tutelle, donc je suis venue pour faire ma thèse de doctorat quand même ici en co-tutelle franco-égyptienne. Mais ça m'a permis de travailler pendant 2 ans. Et après, c'était un peu l'inconnu. Hein, donc oui, c'était quand je retourne comme ça, je dis j'étais quand même assez folle. Mais voilà, je regrette pas du tout. Parce que bon, c'était une folie assez calculée. Après, quand on aime, voilà. Mais vous avez mentionné quelque chose de très important, c'est que c'était une aventure, mais assez calculée. Ça veut dire qu'on peut prendre des décisions qui ne sont pas tout à fait traditionnelles ou conventionnelles, mais quand même, le risque ne doit pas être majeur. Je savais plus ou moins où j'irai, qu'est-ce que je vais faire, comment sera ma vie. Alors, ça c'est nécessaire également, c'est essentiel. En fait, il faut toujours penser au pire. Moi, j'étais préparée au pire. Donc, même si je me suis dit, bon, si tout va bien, c'est très bien. Par contre, si ça va pas, c'est tout. Hein, je retournerai et puis j'aurais fait mon expérience. Après, je suis quelqu'un de assez… comment dire, j'ai foi en Dieu, je suis assez fataliste. Fataliste, oui, mais je suis très, comment dire, je suis très croyante. Et du coup, j'ai prié, j'ai demandé l'aide de Dieu, et puis ça s'est bien passé. Donc, voilà. Et côté professionnel, quand même, ça a également été difficile puisque au début, les diplômes égyptiens ne sont pas reconnus à 100% en France. Il fallait non, pas du tout. Réétudier. Non. Je suis un peu têtue aussi, hein. Donc, en fait, j'ai fini d'abord ma thèse de doctorat. Oui. Donc, comme ça, cette étape, elle est faite. Après, je pouvais pas travailler en tant que médecin parce que sinon, il fallait que, ou bien je reste tout le temps en faisant fonction, et ça, c'était pas possible pour moi, ou il fallait tout recommencer. Donc, ça aussi, c'était hors de question. J'allais pas perdre encore 6 ans de ma vie pour étudier la même chose. Donc, j'ai décidé d'étudier autre chose. Et du coup, j'ai fait un master de recherche clinique. Ça m'éloigne pas du terrain médical, mais ça, j'ai pas l'impression de dégrader, donc, parce qu'il y a pas mal de médecins étrangers ici qui viennent et qui se retrouvent en tant qu'infirmiers ou aides-soignants, ou tout ça, c'est pas possible pour moi. Donc, j'ai fait un master de recherche et je me suis retournée vers la recherche clinique. Et du coup, j'ai travaillé comme ça pendant 7 ans. En attendant que les lois changent en France et que j'ai pu passer un concours pour reconnaître mes diplômes. En fait. Depuis, vous êtes médecin reconnu en France, vous travaillez dans les hôpitaux français, et ça nous mène à parler même si les diplômes doivent être reconnus, encore une fois en France, les diplômes égyptiens, à faire une comparaison entre cette profession de médecin en France et en Égypte, puisqu'on connaît des noms qui ont très très bien réussi leur vie, leur carrière à l'étranger en tant que chirurgien, médecin, ingénieur, mais du coup les diplômes ne sont pas reconnus. Vous qui avez passé l'expérience ou qui est passé par l'expérience, comment trouvez ça? Est-ce qu'il y a une
différence entre un médecin égyptien et un médecin français en tant qu'expérience et étude ou non? Pas du tout, pas du tout. Le souci, c'est ça, c'est que nos diplômes, ils sont pas reconnus et ça, c'est un truc un peu embêtant. Bon, est-ce que c'est la supériorité européenne? J'en sais rien, mais au contraire, nous, on est très très bien formés en Égypte. Je trouve que nos médecins, ils sont très compétents et on n'est pas moins formés. C'est juste que ils reconnaissent pas. Je pense qu'il faudrait qu'ils viennent et qu'ils voient comment on est formé. Mais on est à la hauteur. Quand on passe par l'expérience, les Égyptiens à l'étranger, ils sont à la hauteur. Ah oui, non, mais on est très très bien formés. On est même mieux formés. On a un sens clinique qui est très pointu. Moi, c'est ce que j'ai trouvé ici, c'est qu'ils se basent beaucoup sur les analyses, les examens autres, alors que nous, on a un sens clinique très très pointu. Oui. Et c'est ce que je leur ai dit. Hein, donc là, nous, on voit le patient, on sait ce qu'il a. Hein, donc c'est ça notre force. Et c'est pour ça aussi que les Égyptiens, quand ils vont ailleurs, ils excellent. En arrivant en France, est-ce que vous avez affronté des fois des préjugés, des stéréotypes que les médias diffusent des fois à propos des Égyptiens, de leur comportement, et comment avez-vous remédié ces situations? En fait, je pense pas que les médias de nous, c'est juste c'est l'idée que les Français et les Européens en général ont des pays arabes et Moyen-Orient. Donc, moi, ce qui m'a fait marrer au début, c'est que eux, ils pensaient que les filles, par exemple, elles n'allaient pas à l'école, elles n'étaient pas en université. Donc, je me dis, mais si, regardez-moi, moi, je suis là, on a des ministres féminins, on a des… eux, ils pensaient pas ça. Donc, moi, je rigolais. Je leur ai dit, oui, chez moi, j'ai le chameau qui est garé en bas. Donc, mais en fait, c'est ça, c'est l'idée qu'ils ont, c'est qu'on vit tous dans le désert et je pense que c'est à nous aussi de changer cette idée, cette image qu'ils ont de nous, quoi. Parce que moi, je leur ai dit, regardez-moi, moi, je suis quand même médecin. Et eux, ils savent pas comment on vit. Et je pense que c'est le rôle peut-être de nos médias de diffuser des reportages et des trucs comme ça sur l'Égypte, parce que les Français aussi, ils adorent l'Égypte, mais ils adorent l'Égypte ancienne, ils adorent l'Égypte pharaonique, ça, c'est pour eux, c'est extraordinaire. Et du coup, ils se sont arrêtés là. Donc là, je pense que à nous de leur montrer aussi l'Égypte contemporaine, en fait. Également, fonder une famille, avoir des enfants entre les deux cultures, ça mérite un travail, un effort et équilibre total pour garder l'identité. Vous avez deux enfants, une fille et un garçon, et vous êtes passé par l'expérience, vous faites toujours l'effort pour avoir cet équilibre. Parlez-moi de votre expérience personnelle dès le début. Avoir des enfants dans une autre société que celle que vous avez connue pendant toute votre vie et l'expérience au fur et à mesure avec les enfants qui grandissent. Au début, ça va, parce qu'ils sont petits. Donc là, c'est pas très compliqué. Il faut juste qu'on s'éloigne pas de nos racines
Et du coup, moi, je faisais toujours attention à retourner en Égypte au moins une fois par an. Comme ça, ils voient la famille, ils voient leurs grands-parents, les cousins. J'essaye de leur parler arabe à la maison. Donc ça, ils comprennent. Le souci, c'est qu'au fur et à mesure, quand ils grandissent, il n'y a que moi qui parle arabe et tout le monde autour, il parle français. Donc ça se perd un petit peu. C'est peut-être ma faute aussi, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais ils comprennent très très bien. Le plus dur, c'est quand ils grandissent. Parce que là, dans l'adolescence, c'est pas trop facile. On n'a pas les mêmes règles de vie. Comme ici, on n'a pas la même religion. Et ça, c'est très compliqué. En plus, avec la nouvelle génération, il faut toujours convaincre. Il faut toujours parler. On peut pas leur dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est un peu difficile. Donc, ça passe plus par la communication. Je dis toujours, il faut toujours garder un lien avec l'Égypte parce que sinon. Il visite l'Égypte, n'est-ce pas? Oui, on y retourne une fois par an au moins. Donc là, ils connaissent, ils ont commencé à avoir des amis là-bas. Donc ça, c'est bien aussi. Moi, je regarde toujours les feuilletons, les films. Je les saoule avec ça. À travers cette culture, ils peuvent également découvrir l'Égypte et rester en contact avec. Ah bah ça c'est, ils le savent de toute façon. Moi j'essaie toujours d'expliquer que on a aussi nos règles, on a aussi notre culture et c'est une richesse pour eux. C'est une double culture et comme ça ils peuvent aussi rectifier parfois des idées avec leurs copains. Ils sont fiers aussi de leur double nationalité. Hein, donc, mais c'est pas facile. C'est pas facile pour nous en tant que parents de faire grandir des enfants dans un monde complètement différent de nous, ce qu'on a connu. C'est un défi. C'est un énorme défi. C'est pas du tout facile. C'est des hauts et des bas, des prises de tête. Élever des enfants, c'est toujours un défi. Même si c'est dans la même culture, même communauté, c'est toujours un défi quotidien. Je pense qu'en Égypte aussi, ça doit être la même chose parce que en fait, c'est une génération qui est complètement différente de nous. Oui, le monde est ouvert à travers la nouvelle technologie et notre rencontre aujourd'hui est le témoin. Alors, c'est vraiment ça, c'est un défi à bien faire l'équilibre, à garder l'identité. On essaye de convaincre, comme vous l'avez mentionné, tous les jours. Et ça me mène à parler un peu des idoles de nos vies. Quelle est la femme qui vous inspire le plus? Je pense que je vais dire un cliché, ma mère. Mais peut-être dans votre cas, c'est pas un cliché si on parle de comment elle a influencé votre vie, n'est-ce pas? Non, en fait, elle m'inspire dans sa force et tout ce qu'elle fait, ses sacrifices en fait.